Bien, donc bonsoir à tous. Donc je remercie la médiathèque de Biarritz pour son accueil. Ce soir, donc nous recevons Fabrice Hibert, artiste, et qui l'année prochaine, pour l'année 2009-2010, l'année universitaire, sera artiste invité de l'École supérieure d'art des Rocailles, qui, vous le savez tous maintenant, va très prochainement s'installer définitivement dans les locaux installés tout près, là, sur le plateau Image. Et juste à côté, rue Petite Sœur des Pauvres, sur le site dit de la Blanchisserie. Donc je vais laisser Fabrice Hibert se présenter et débuter donc cette conférence. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Alors, bonsoir, donc je m'appelle Fabrice Hibert, comme ça a été bien annoncé, et je suis artiste. Et en fait, ce soir, je vais essayer de vous présenter quelques œuvres que j'ai uniquement fait autour de l'idée de trouver les moyens de production de ces œuvres. C'est-à-dire que vous savez qu'une œuvre, c'est pas seulement une chose qu'on regarde, c'est une chose qu'on fait aussi. Enfin, surtout ici, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants à l'école d'art ici. Donc je voulais absolument, et ça va être l'engagement en fait que je vais prendre l'année prochaine pour l'enseignement, ça va être de savoir comment on produit une œuvre et comment on la réalise avec tous les moyens de production possibles qu'on a à notre disposition. Donc ce soir, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai faites depuis 20 ans avec des outils différents et à chaque fois de production. Donc je vais commencer par une œuvre que j'ai faite quand j'avais 20 ans. En 1981. Et cette œuvre, voilà. Donc voilà, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Nantes à ce moment-là, j'avais 20 ans, et je voulais, en fait, c'est mon premier tableau. Et je voulais faire une œuvre avec des rouges à lèvres, parce que je pensais que le rouge à lèvres, c'était un symbole de la beauté, ou d'une beauté artificielle. C'était aussi comme de la peinture. Et je voulais le rendre complètement, matérialiser cette beauté par 1 mètre carré. Et donc, pour faire 1 mètre carré de rouge à lèvres, il fallait acheter les rouges à lèvres. Et un tube de rouge à lèvres, ça coûte de l'argent quand on est étudiant. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher, je vais aller demander dans des magasins de cosmétiques combien couvre un tube de rouge à lèvres. Donc, ce qui m'amusait beaucoup, c'est d'aller dans les magasins et demander aux vendeuses, aux vendeurs, combien couvrait un tube de rouge à lèvres. Et puis, personne ne savait, évidemment. Et donc, après, c'était mon engagement de trouver les moyens de ces rouges à lèvres. Et j'ai fait un petit calcul rapide. Et il m'a fallu entre 15 et 20 tubes de rouge à lèvres. Alors, 15 et 20 tubes de rouge à lèvres, quand on a 20 ans, c'est un peu cher. Donc, j'ai demandé à une entreprise qui faisait des rouges à lèvres, qui s'appelait Liliane Franche, je ne sais pas du tout si ça continue toujours, cette entreprise, de m'envoyer une vingtaine de tubes de rouge à lèvres qu'ils ont fait gentiment. Ils m'ont envoyé 20 tubes de rouge à lèvres et j'ai couvert mon mètre carré de rouge à lèvres avec 17 tubes. Voilà, donc c'est mon premier partenariat avec une entreprise. C'était pour me faire un mètre carré de rouge à lèvres en 1980. Voilà. Donc ça, à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait sûrement d'autres moyens de travailler, de faire des œuvres que d'attendre qu'on vous donne l'argent pour le faire. Et peut-être aussi, c'était un moyen aussi de s'inspirer ou d'avoir des lieux d'inspiration autres que ceux qu'on a l'habitude, c'est-à-dire des lieux d'inspiration qui peuvent être dans la vie quotidienne, ce qui peut être une entreprise, un matériau, une façon de faire, une façon de faire en général, ou des ingénieurs, pourquoi pas. Et donc après, comment je fais pour enlever ça comme ça. Voilà. Alors, après, plus tard, une dizaine d'années plus tard, donc après l'école et tout ça, j'ai fait une œuvre. J'ai fait une œuvre qui s'appelle qui s'appelle Le plus gros savant du monde ou Traduction. Et en fait, le plus gros savant du monde parce que je voulais faire mon autoportrait et être incernable, c'est-à-dire de ne pas être seulement cerné dans un milieu de l'art ou dans un milieu précis, mais être complètement glissé des mains comme une savonnette dans un bain.
Et pour être le plus glissant possible, le plus glissant possible du monde, je voulais faire le plus gros savon du monde. Voilà, tout simplement. Ça fait partie des choses qu'on peut s'imaginer faire quand on est artiste. Mais pour faire le plus gros savon du monde, il fallait beaucoup de moyens, évidemment. Et donc, j'habitais à Nantes à l'époque et je voulais... et c'était un projet que je voulais mettre en place pour la Biennale de Venise. Mais quand j'étais invité dans une expo collective en dehors de la Biennale Alors la Biennale de Venise, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est un des plus gros événements internationaux autour de l'art contemporain, où il y a des pavillons de chaque pays, ou de plein de pays, pas tous, et qui sont donnés à des artistes ou des commissaires, et qui représentent un peu l'état de la création contemporaine dans le monde. Voilà. Et parallèlement à ces pavillons, à Venise, il y a des expositions off, comme on dit, et dont je faisais partie, une qui s'appelait Court-métrage immobile en 91, autour du cinéma, du court-métrage immobile. Donc. Et donc, pour cette occasion, je voulais faire ce plus gros savon du monde. Donc j'avais demandé à une entreprise locale à Nantes qui s'appelait La Perdrix, qui est un fabricant de savon de Marseille, à Nantes. Et donc je suis allé les voir directement et ils ne m'ont pas cru, tout simplement. Donc c'était mon premier choc. Je pensais que c'était facile de le faire, mais c'est pas si facile que ça. Et j'ai attendu 1 ou 2 mois, je ne me souviens plus très bien, pour aller voir la savonnerie concurrente qui s'appelait Le Chat, ou les savonneries de Marseille, à Marseille. Et immédiatement, ils ont dit d'accord pour le faire. Et contre quelque chose, c'est d'utiliser mon image, l'image de ce savon, pour leur communication. Et j'ai échangé le savon lui-même, je vous allez voir une image après, le savon, contre de la communication interne à l'entreprise pour développer leurs produits. Voilà. Alors ce savon, c'est ça. C'est un énorme savon il fallait donc faire le moule et le savon lui-même qui fait 22 tonnes. Et c'est moulé dans une benne de camion en métal. Et tout ça par des partenariats et des sponsors. Hein. Donc la benne était faite par une fabricante de bennes à Nantes et qui a soutenu le projet. Et la savonnerie, en fait, c'est une semaine de production d'une entreprise de savon. Les chimistes ont fait un savon spécial, un savon complètement biodégradable à 100%, spécifique aussi pour cette dimension-là, pour qu'il puisse être conservé. Et donc on a fait transporter la benne à Marseille, on a coulé le savon dans cette benne, et ça a manqué exploser. Parce qu'en fait, la chaleur du savon a fait déformer entièrement la benne. Donc c'est des trucs qu'on a découverts en faisant, mais ça s'est bien passé au final. Et donc et après, pendant plusieurs semaines, en fait, on avait interdiction de présenter ça en public. Ça n'a été présenté qu'à la Biennale de Lyon en 91, à Lyon donc. Et ça n'a été présenté qu'à ce moment-là, mais avant, on l'a présenté en exclusivité dans les lieux de fabrication des savons de Marseille. Voilà. Donc c'était un échange de compétences entre cette œuvre et leur savoir-faire. Et l'année suivante, les savonneries de Marseille ont augmenté leur chiffre d'affaires de 30%. Alors, voilà. Et ils ont créé tout un département de savons biodégradables, avec les savons verts, les savons, enfin tout ça, avec les huiles végétales et tout ça. Voilà. Juste l'année suivante, ils ont commencé ça. Donc en fait, très vite, je me suis aperçu que ce désir de création qu'on peut avoir quand on est artiste aussi peut permettre aussi de développer aussi des tas de choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, en fait. Hein. Voilà. Et donc, après ce savon, mon engagement, ce n'était pas de le montrer seulement dans des expositions d'art contemporain, mais de le montrer dans des lieux commerciaux. Alors, je vais vous montrer une autre lunette. Donc, pendant 4 ans, ce savon a fait le tour d'Europe. C'est-à-dire qu'il avait un camion qui était un autre sponsor. Un transporteur m'a offert en transport un semi-remorque qu'il transportait en permanence de centre Leclerc en centre Leclerc en France, en Belgique dans des centres commerciaux, en Hollande, en Allemagne, en Suisse,
un tout petit peu en Italie et dans le nord de l'Espagne. Et d'ailleurs, j'ai fait cette vidéo-là, je l'ai fait sur le Leclerc de Bayonne. Et il est passé ici, Bayonne et Biarritz, Anglette peut-être, oui. Oui, peut-être. Je me souviens plus très bien. Et c'était en 93. Ça. Et celui-là est allé, c'était dans le centre de la France, je me souviens plus très bien où c'était. Et en fait, l'idée, c'était de faire une communication sur le lieu, le jour de l'arrivée du savon, qui restait une semaine. Une communication très locale avec les radios, les journaux locaux et tout ça. Et en fait, j'y allais quelques fois pour voir un peu comment ça se passait. Et les gens attendaient un gros savon. Et quand ils voyaient une benne de camions arriver avec un savon comme ça, moche quand même, c'est assez moche, eh ben, ils disaient, ils étaient déçus. En fait, ils s'attendaient vraiment à la forme d'une savonnette, d'un luxe beauté ou un truc comme ça, ou je sais pas de quoi. Et ils avaient par contre la matière, le savon. Donc voilà, et en fait, ça fait toute une réflexion après sur la forme que peut avoir aussi ce genre d'œuvre, en fait. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était en 94. Ça. Alors après donc j'ai fait beaucoup de choses sur sur des projets comme ça, sur les objets en fait. Je vais montrer ça ou l'autre. Ça c'est une exposition qui s'appelait Libermarché ou 1 - 1 = 2 que j'ai fait en 95 au musée d'art moderne de la ville de Paris et qui était une exposition où j'essayais de voir, parce qu'en fait, tous les projets que j'avais, comme le savon, comme le mètre carré de rouge à lèvres, étaient des projets qui étaient au départ dessinés, qui étaient dans mes tableaux, dans mes dessins, et qui pouvaient être produits d'une certaine manière. Et donc, à ce moment-là, j'étais enseignant à l'université de Hambourg, et avec mes étudiants, on a essayé de faire le répertoire dans mes dessins de tous les objets qui pouvaient être manufacturés, ou qui étaient manufacturés. Donc on a fait un répertoire de 4000 objets et on a trouvé la production, les objets qui ressemblaient le plus à ça dans des entreprises en Allemagne, en France, en Belgique, partout. Et on les a mis en dépôt-vente dans le musée. C'est-à-dire qu'on a transformé le musée dans un supermarché. Et là, pas tout à fait un supermarché banal, puisque c'était un supermarché, on avait l'impression, quand on connaissait bien mes dessins, de rentrer dans mes dessins. Et donc ça s'appelait Libermarché. Voilà. Et donc ce musée donc, s'est transformé pendant 4 semaines en lieu de dépôt et pendant 1 semaine en lieu de vente, sans plus-value, ni artistique, ni quoi que ce soit. Il y avait juste les frais de production des objets. Voilà. Et les tables sur lesquelles j'avais travaillé pour cette exposition avec un créateur de magasin pour Casino, qui avait créé aussi les magasins Quick, Leader Price, les choses comme ça. Et en fait, j'ai pris la base de son travail, c'est que les magasins, les grands magasins, l'endroit le plus efficace de vente dans les grands magasins se trouve au niveau les objets doivent se trouver au niveau du ventre. C'est-à-dire que ce qui est au niveau du ventre, les gens l'acquièrent. Donc j'ai imaginé des tables sur lesquelles on posait les objets qui étaient exactement au niveau de mon ventre, comme une table. Et en fait, ça correspond aux tables sur lesquelles on mange. Voilà. Donc je fais faire toutes ces tables au musée. Et sous la table, vous voyez, il y a les caisses des objets, mais il y avait aussi, j'ai passé toutes les 4 premières semaines de cette exposition à faire les dessins des objets qui étaient dessus rectifiés. C'est-à-dire que les dessins que je faisais en dessous étaient les dessins qui étaient les vrais dessins par rapport aux objets qui étaient dessus, qui n'étaient pas tout à fait correspondants à mes désirs. Et donc, c'est comme une grande grotte en dessous. Et j'ai fait encore enfin tout ça, je peux vous... en fait, ces tables-là sont une production du musée de la ville de Paris. Et je leur ai proposé, dans la suite du deal, comme ça, de leur offrir des œuvres en échange de toutes les tables. Donc j'ai récupéré toutes les tables. Voilà, donc il faut savoir ça quand on est artiste, c'est que tous ces moments-là de production, on peut les dealer tout le temps en permanence, on peut les négocier. Hein. Voilà. Alors, je vais vous présenter une autre image de Libermarché. Je vais vous me présenter aussi, parce que j'ai amené plein de petits documents de moments différents de mon travail,
Et entre autres, pour le Libermarché, j'avais fait faire un dépliant avec avec d'un côté les dessins qui ont servi à la base de ce travail et d'autre côté toutes les entreprises avec les pauvres. Donc je vais le passer, comme ça vous allez pouvoir le voir. Déjà. Hop, voilà. Donc très vite, en fait, c'est cette relation avec les entreprises, c'était une base de travail pour moi qui m'a permis de développer beaucoup de projets et de produire des œuvres dans plein de domaines différents. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout. Hein. Alors ensuite, très peu de temps après, j'ai fait une autre chose avec le ballon carré. Le ballon carré, c'était en 98. Vous vous souvenez, en 98, il y avait la Coupe du Monde de football à Paris, enfin en France. Et la FNAC avait fait un lancement de campagne, voulait faire une campagne autour de la Coupe du Monde de football. Et elle avait demandé à plein d'agences de communication de faire quelque chose. Et je l'ai su et j'ai proposé de faire le lancement de la première équipe de ballon carré au monde. Et en fait, j'ai gagné le concours et donc j'aurais fait une campagne de ballon carré. Et l'idée, c'était qu'un ballon carré, évidemment, ça empêchait de jouer. On ne pouvait pas jouer avec. Et donc on a fait plein d'événements autour de ça. On a créé une équipe qui n'a jamais existé, mais qui était virtuelle, qui était... Voilà. Je pense qu'on voit là, voilà. Avec l'équipe de ballon carré qui est un montage avec André Poutman, Marek Alter, voilà, des gens comme ça, qui faisaient partie des empêcheurs de tourner en rond, voilà. Et cette campagne, ça a très bien fonctionné d'ailleurs, et ça a permis de tisser des liens assez drôles avec tous ces créateurs. Donc, et après, en fait, ce ballon carré, donc c'était une chose que j'ai développée à ce moment-là, juste au moment de Libermarché du ballon carré, des expositions dans lesquelles je mettais ces objets que je créais, comme ça, comme le ballon carré, et ou des objets qui étaient déformés, qui étaient rectifiés, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ces objets, je les mettais dans des expositions et je les faisais tester par le public. Ces expositions s'appellent les testou, ou alors les diététiques, ou alors les prototypes d'objets en fonctionnement, les POF, ça s'appelle. Et donc ce POF de ballon carré, je l'ai fait tester dans plein d'expositions. Et petit à petit, on a créé un jeu qui s'appelle le Push Corner, qui est un jeu de ballon carré, qui se joue dans une salle fermée, carrée, avec le public au milieu. Carré. Non, sur une pyramide, le public. Ça se joue à quatre équipes de 3 joueurs, entièrement mixtes, avec deux arbitres. Et c'est le public qui lance la balle. Et comme le public est au milieu dans une pyramide, si le jeu est à un angle, le public de l'autre angle ne voit pas, évidemment. Donc il s'informe sur ce qui se passe de l'autre côté. Donc maintenant, il y a la phase suivante du jeu de ballon carré, où il y a une fédération de ballon carré de push corner à Bruges. Et le prochain stade de ballon carré sera à Tokyo, où les murs ou les parois seront des écrans dans lesquels on verra le jeu devant les gens qui seront là en train de jouer. Voilà. Donc ça devient une sorte d'inverse du stade. Voilà, donc toutes ces choses-là permettent, vous voyez, d'une sorte d'élaboration ou d'inspiration de nouvelles attitudes, de nouveaux comportements qui excitent la création en général. Donc vous allez voir un peu des choses un peu qui ont continué après dans ce sens-là. Alors après, dans toute cette recherche d'aller voir ailleurs, j'étais pendant une année. En fait, mon désir très vite, ça a été aussi d'être l'artiste de l'entreprise, d'être artiste dans une entreprise, comme on a des consultants en, je sais pas quoi, en maintien ou dans des entreprises. J'ai rêvé être l'artiste de l'entreprise. Et en fait, ça s'est passé à un moment donné où il y a eu une possibilité avec Sephora, vous connaissez Sephora, qui m'avait demandé
le PDG de Sephora que j'avais invité à la Biennale de Venise en 97. J'avais fait le pavillon français de la Biennale de Venise dans lequel j'avais fait une émission, des chaînes de télévision pendant 15 jours, une chaîne de télévision pendant une quinzaine de jours, et j'avais invité 500 personnes différentes, personnalités différentes autour de thèmes qui étaient leur hobby en général. Donc il y avait des entrepreneurs qui aimaient l'art, il y avait des cinéastes qui aimaient les trans, qui aimaient les choses un peu parallèles, les choses comme ça. Il y avait des télépathes, il y avait enfin, des tas de choses comme ça très différentes, très décalées. Et dans la journée des entrepreneurs qui aimaient l'art, j'avais invité Daniel Richard, qui était le PDG de 3 Suisses à ce moment-là, et qui après, quand il s'est souvenu quand il était devenu PDG de Sephora, il m'a invité en tant qu'artiste de Sephora, et il m'a nommé directeur du marketing de Sephora pendant plus d'1 an. Et l'idée, c'était d'intervenir auprès de l'entreprise pour donner des informations ou des possibilités de nouveaux produits ou de comportements différents. Il fallait faire exploser quelques conformismes qu'il y avait dans l'entreprise, comme dans beaucoup d'entreprises autres. D'ailleurs, j'avais commencé des idées comme celle-ci dans l'Hypermarché, où j'avais transformé un musée en supermarché. Voilà. Et cette transformation-là rend les choses très ouvertes. Après, ça permet d'avoir des nouvelles possibilités de comportement et d'échanges avec des gens différents. Donc voilà, je suis devenu donc directeur du marketing de Sephora, et j'ai fait pas mal d'événements avec eux, où j'avais fait des attentats d'artistes olfactifs dans les magasins, des concours avec plein d'artistes différents, des commissaires, voilà, bon, bref. Et surtout, j'avais réussi avec eux à faire en sorte que ces magasins soient un petit peu différents. Voilà. Puis après, c'est tombé à l'eau, parce que c'est le PDG, le propriétaire de Sephora, qui est LVMH, a décidé qu'il fallait que ce soit un Monoprix, c'est tout. Donc après, j'ai fait plein d'interventions comme ça dans des entreprises différentes. Et il y a aussi quand on travaille avec une entreprise, on n'est pas seulement dans l'attitude d'être dans le projet dès le départ, mais aussi dans l'imagerie qu'elle peut amener seulement dans l'imagerie. Et j'avais travaillé beaucoup au Japon sur des entreprises, entre autres, j'ai quelques images d'une entreprise, le numéro 1 de l'électricité au Japon, qui s'appelle Kansai Electric Corporation, et qui avait décidé de faire intervenir des artistes dans leurs locaux, comme en fait une commande publique dans une ville ou dans une médiathèque. Je ne sais pas s'il y en a une ici. En fait, non, mais pas de médiathèque, de commande publique, je veux dire. Et je sais qu'on est de la médiathèque, c'est ça. Hein. Et donc, par exemple, dans des pays comme le Japon, en fait, il n'y a pas d'organisme public, puis l'artiste n'existe pas, en fait. L'artiste est toujours lié à des partenaires différents, des partenaires privés, et il vit comme ça, il vit de ça. Donc là, il y a eu un grand projet de faire une commande des artistes internationaux pour ce Kansai Electric Corporation. Ils construisent un building de 50 étages à Osaka. Et j'ai imaginé faire la marqueterie sur tous les étages, comme si l'entreprise était un énorme arbre, avec une marqueterie avec des veinures comme ça partout. Et avec tous les vents à l'extérieur qui pouvaient le faire exploser. Et en fait, quand j'ai proposé ce projet-là, j'ai appris que c'était la plus vieille entreprise du Japon. Donc ils ont adopté le projet, ils m'ont fait... donc on a fait des marqueteries sur tous les étages. Donc ce grand building devenait un gros arbre, comme ça. Donc je vais vous montrer une image ou deux de ça. Voilà, vous voyez. Ça, c'est des espaces. Tous les espaces sont comme ça, hein, de haut en bas, sur les 50 étages. Hein. Et donc l'entreprise est ronde au milieu, enfin le building est rond au milieu, et dans une structure carrée à l'extérieur. Vous allez voir une image du carré à l'extérieur. Donc voilà. Les étages sont comme ça. À l'extérieur, c'est des grandes terrasses comme ça, avec c'est du verre, des microparticules de verre dans lesquelles j'ai fait des dessins. Voilà. Donc ça m'a... Je vais vous montrer ensuite un autre projet que j'ai fait avec une autre type d'entreprise qui s'appelle Sidaction. En 2001, Kansai Corporation, c'était en 99, je crois.
En 2001, il y a eu un concours pour faire un projet de faire un monument pour les victimes du sida avec l'association SIDAction. Pour moi, une association ou un musée ou une entreprise, c'est une entreprise. C'est une usine, c'est une entreprise. Hein. C'est une chose, c'est une structure dans lesquelles qui ont une pensée, qui ont un objectif, qui ont des objectifs. Et donc, quand on est artiste et qu'on intervient avec ça, en fait, ça permet aussi soit de faire exploser les conventions de ça, soit de donner des informations, soit de donner plus de valeur à cette organisation. Et donc, à SIDAction, pour en venir à eux, ils ont demandé à plusieurs artistes de faire un monument pour les victimes du sida. Et quand c'est arrivé à mon tour de parler de ça, je leur ai dit qu'il était hors de question de faire un monument aux morts, mais de faire un lieu d'information pérenne sur ce qui s'est passé pour la lutte contre le sida depuis plus d'une vingtaine d'années. Et de pas faire un monument élevé, mais de faire un sol sur lequel on marcherait, un lieu, de créer un lieu. Et un lieu sans personne qui dérange, mais un lieu où on peut se promener. Et donc j'ai imaginé, donc c'est dans la suite de ça en fait, j'ai imaginé un lieu qui fait 1001 mètres carrés. Vous allez voir une image là. Hein. Tac. Voilà. Vous voyez à peu près là, comment c'est ? C'est ce grand truc là, ici, là. Et donc ces 1001 mètres carrés sont des céramiques. C'est un sol tout en céramique. Et en fait, donc dans un lieu public comme celui-là, il y a un cahier des charges qui est très très compliqué, avec un sol sur lequel on doit marcher, mais on ne doit pas déraper, on ne doit pas glisser. Ça doit tenir autant, au moins 10 ans, peut-être 20 ans. Et enfin, il y a un cahier des charges assez lourd. Donc après, il faut trouver les moyens de production de tout ça. Donc dans ce cas-là, il y a eu évidemment un peu d'argent de l'État, du ministère de la Culture. Il y a eu de l'argent de la Villette et de mon argent. Et en fait, j'ai trouvé des entreprises. Il fallait que je puisse trouver des entreprises qui puissent créer une céramique qui soit suffisamment solide et qui me permette aussi de créer en toute liberté des œuvres comme celle-ci. Donc j'ai trouvé 5 entreprises au monde avec des sourciers. Les sourciers, c'est des gens qui vont chercher dans les différents pays les moyens de production. En général, c'est pour les grosses entreprises qui est utilisé. Moi, j'utilise ça pour moi. Et puis, donc j'ai trouvé 5 entreprises dans le monde qui étaient capables de me donner la possibilité de créer des nouveaux produits pour des céramiques. Et surtout que c'était des céramiques, il y a quand même 16 000 céramiques. Et donc j'en ai trouvé 5, et il y en avait une seule sur les 5, et elle se trouve au Mexique, qui me permettait d'intervenir sur le moule, même ces céramiques-là, c'est des carreaux, des carrés, des tiles, comment on appelle ça, des carreaux, voilà, des carreaux qui sont moulés, et et le moulage de ces carreaux permet il faut trouver les moyens de dessiner là-dessus. Et cette entreprise, c'est une énorme entreprise qui a une montagne. Vous imaginez une grosse montagne comme ça. Et ils coupent des morceaux de la montagne. Il y a des cailloux qui tombent dans des trains. Et ces cailloux sont diffusés dans les 5 unités de production sur 30 hectares, 30 km². C'est énorme. Et après, on a des unités de production pour chaque carreau. Donc j'ai réussi à développer une chaîne de production spécifique pour ça, avec des moulages, des matériaux, des couleurs que je leur imposais. Et en fait, j'étais un des seuls à pouvoir rentrer dans l'entreprise, parce que c'est une entreprise américaine qui sont archi fermées. Et quand je suis arrivé à rentrer dans cette entreprise sur la chaîne de production, un jour avec les ingénieurs, j'ai réussi à leur faire comprendre qu'il fallait bouger, inverser des éléments de production et tout ça. Donc tout ça, c'est des choses aussi qu'on apprend quand on est artiste, aussi faire attention à tous les éléments de production d'une œuvre, de A à Z. Il ne faut jamais penser que l'œuvre n'est qu'un objet terminal, un final, mais c'est aussi tous ces moments de production, c'est des moments de l'œuvre qui sont exceptionnels. Il faut les valoriser, ces moments-là. Et donc,
j'ai réussi à faire ce nouveau produit qui est une céramique solide. Et après, j'ai voulu dessiner là-dessus. C'était pas terminé. Donc, il fallait trouver dans la même ville parce qu'après, quand on dessine là-dessus, euh, le seul moyen qu'ils ont trouvé, les ingénieurs, pour développer ce produit, c'était de dessiner avec de l'huile de lin et des pigments minéraux, de dessiner et de vernir entièrement dessus et de faire cuire. Le seul problème, c'est que le projet lui-même ne supportait pas un vernis. C'était pas une salle de bain que je voulais. C'était vraiment un sol comme une peau. D'ailleurs, la couleur du sol ici, là, c'est vraiment la couleur de la peau qu'on utilise pour faire une prise de sang, vous voyez, à ce niveau-là. Là. Et donc, il fallait que ça reste une peau. Donc, j'ai imaginé, avec les ingénieurs, de faire ces dessins à l'huile et aux pigments minéraux, et de couvrir le carreau juste du principe actif du vernis, qui était... Le vernis, en général, c'est de la silice, tout simplement, avec de la glycérine. Et d'enlever la glycérine et de couvrir de poudre blanche, comme ça, c'est la peinture encore fraîche, qui fait que le vernis devenait sélectif. Et devenant un vernis sélectif, ça faisait des petites microparticules qui empêchaient de glisser. Donc les carreaux devenaient antidérapants. Et donc voilà, c'est ce qu'on a mis en place pour ça. Et on l'a développé et on l'a mis en place. Et en fait, moi, ce que j'ai fait très vite aussi par rapport à ce projet-là, c'est de réunir aussi des informations sur toute l'action contre le sida qui s'était passée depuis 20 ans, depuis le début, parce que moi j'ai eu 20 ans quand le sida est apparu. Voilà. Et en fait, c'est un choc quand on a 20 ans, qu'on découvre la vie et tout ça. Et donc, donc j'ai essayé de retrouver dans mes souvenirs tous les chocs qu'il y a eu et puis les peurs qu'il y a eu, enfin toutes ces choses-là. Et en même temps, je me suis intéressé auprès des associations de lutte contre le sida, de leur action. Et je fais des réunions dans l'atelier, tout ça, j'ai été les voir souvent. Et j'ai très vite compris que c'était, en fait, ils avaient un métier qui développait, ils avaient un métier à un moment donné, et ce métier était pour ne plus en avoir. Vous voyez ? Et quand je leur ai dit ça la première fois, il y en a la moitié qui sont partis. Parce qu'en fait, tout d'un coup, ça les mettait en péril. Et évidemment, après, en ayant dit ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes. Au lieu de mettre 1 an et demi à fabriquer ce truc-là, on a mis 4 ans. Voilà. Donc, mais on a réussi à la fin à l'inaugurer finalement. Et voilà, donc je pourrais vous donner plein d'autres exemples, mais j'ai pas envie non plus de traîner là-dessus. C'est quand on est artiste et qu'on intervient dans une entreprise comme celle-ci ou comme d'autres, évidemment, quand on fait un supermarché dans un musée, c'est pareil aussi. Il faut savoir où on met les pieds, donc il faut se battre pour pouvoir faire admettre cette création-là. Voilà. Donc, c'est des petits détails. Voilà. Attendez, puis maintenant, je voulais vous présenter une autre chose qui était mon dernier... Alors, depuis, donc, j'ai fait beaucoup d'autres projets, évidemment, et entre autres, je travaille avec une entreprise japonaise qui s'appelle Dentsu. Dentsu, c'est une entreprise, c'est le 3e groupe mondial de communication. C'est Publicis, Saatchi, Dentsu, voilà, c'est les gros. Enfin, il y en a d'autres, hein, mais celle que vous pouvez connaître, c'est celle-ci. Et Dentsu, donc, fait une recherche depuis quelques années sur le nouveau comportement par rapport à leurs clients. Leurs clients, c'est des entreprises comme Toyota, Chanel, voilà, des choses comme ça, des grosses boîtes comme ça, et qui permettent de développer des nouveaux comportements avec leurs nouveaux produits. Et ils m'ont demandé, Dentsu, être une sorte d'artiste, encore une fois, de leur recherche sur ces nouveaux produits. Et donc avant qu'ils aient le contrat de Toyota,
Ils m'ont demandé de faire un projet pour Toyota et leur nouveau produit, des produits verts en fait, parce que c'est une entreprise qui fait beaucoup de recherches là-dessus, sur pas les voitures électriques, mais des voitures solaires, plein de produits très nouveaux. Et donc j'ai imaginé, pour Densu, acquérir le marché de Toyota. Ce qu'on a réussi au final. Donc je vais vous montrer quelques éléments de ce travail. Entre autres, cette petite vidéo-là. Hop, et là je fais pomme F, c'est ça? Toc. Et c'est une petite vidéo que j'ai faite pour, en fait, en interne, pour Densu, qu'il présente à Toyota, pour montrer un petit peu ce qu'on était capable de faire pour leur nouveau... où en était le début d'une pensée par rapport à leur nouveau comportement. Voilà, vous allez voir, vous allez peut-être rien comprendre. En fait, il faut faire comprendre qu'il y a un avant et un après. Les voitures d'avant qui consommaient quand étaient inventées au 19e siècle ont été revues, réinventées par des gens comme nous, enfants. Donc il faudrait montrer des inventions d'enfants comme des voitures de l'avenir. Mais comme on est maintenant, on a déjà des voitures qui sont des voitures de l'avenir, qui sont les voitures hybrides. Donc il faut faire deux éléments. Les voitures d'avant, la voiture qui consommait de l'énergie, qui en perdait beaucoup, et puis la voiture que nous, enfants, que moi, enfant, que les gens de ma génération, enfants, ont rêvé. Et donc la voiture hybride qui consomme beaucoup moins d'énergie et qui fait son autonomie. Donc on peut imaginer des voitures, moi quand j'étais enfant, j'imaginais des voitures qui étaient à la fois bateaux, avions, qui volaient, qui naviguaient. Et donc ces choses-là, on peut les mettre en évidence dans des images. Et ça, c'est les voitures hybrides, la voiture du futur, mais maintenant. Et donc voilà, ces éléments-là sont des choses qui interviennent en amont, pas du tout dans le public, hein, pour créer ces recherches-là autour de nouveaux produits et de faire des actions avec leurs clients. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je suis en train de faire en ce moment. Et donc avec Toyota, on va faire des rallyes dans le monde entier autour, et on a réussi à sortir leur prototype qu'on va faire tester par le grand public. Voilà. C'est un peu ça, mon action en ce moment par rapport aux entreprises. Voilà. Donc en fait, mon travail d'artiste avec ça, avec ces propositions-là, en fait, c'est d'intervenir auprès de groupes de gens qui sont des décideurs par rapport aux entreprises ou par rapport à la communication, au marketing, mais en amont des produits en général, et de donner des idées pour des nouveaux comportements possibles ou des possibilités de penser, d'orienter des pensées différentes. Voilà. Et donc je fais tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend, des brainstorming avec eux à Tokyo ou par vidéoconférence, et je travaille avec eux comme ça. Voilà. Et après, il faut décider, les entreprises, de faire les projets, ce qui est aussi un deuxième palier. Voilà, c'est ça mon engagement. Donc, non, parce qu'en fait, il n'y a pas d'idée. D'abord, la culture japonaise est très... ils sont très innovateurs dans tout, dans beaucoup de comportements possibles. Et ils ont une recherche de l'excellence en permanence. Vous voyez, le meilleur, le meilleur, le meilleur. Et dès d'ailleurs, on voit très bien quand ils font des choses avec des artistes contemporains ou des artistes anciens, ils ne vont pas voir les troisièmes couteaux. Ils n'appellent pas les troisièmes couteaux, ils appellent directement les créateurs du début. Et ça, c'est très présent au Japon. Donc, ils vont aller au fond fondamental de chaque chose. Et pour eux, et dans une entreprise comme Densu, qui sont quand même des gens qui pensent et qui en plus ont des moyens de cette pensée, ils vont chercher directement la source, quoi.
ils vont faire avec. Voilà. Donc c'est une pensée typiquement, ça c'est typiquement japonais. Il y a très peu de choses. Aux États-Unis, c'est pas possible, par exemple. Voilà. Il y a un micro qui peut circuler, hein. Mais pourquoi tu veux Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Évidemment, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas confondre complètement le travail artistique avec un travail de communicant? Ah ben non, justement, parce que c'est pas, je fais pas des affiches ou des vidéos pour défendre leurs produits. C'est en amont de ça. En fait, ils savent pas où ils vont. Souvent, d'ailleurs, ça se voit, surtout en ce moment. Et en fait, ça permet d'avoir des idées, tout simplement. Ils cherchent des idées souvent. Et c'est pas. Et quand on voit, par exemple, quand j'ai fait pas mal de campagnes de pub aussi, des choses comme ça. Je vais pas vous présenter tout ça, mais et en fait, quand on fait une campagne comme le ballon carré que je vous ai montré tout à l'heure, là, on n'est pas dans le. On est un seul personne qui propose quelque chose. C'est pas une entreprise on propose quelque chose à une autre entreprise, comme une agence de communication, où il y a 30 créas, comme on dit, 30 créas qui font des projets, et qui font des projets genre, en général moyens, et qui sont puisés généralement dans le milieu de l'art contemporain. Et ça, c'est très flagrant, mais systématiquement. Et en général, d'ailleurs, l'art contemporain est un puits d'idées et une sorte de fondamentale énergie qui permet de créer toute cette communication. Mais justement, avec ce que j'ai proposé et ce que Dentsu a très bien compris, c'est d'aller bien en amont de ça. Et d'ailleurs, on le voit même aussi dans des commandes aussi, même d'architectes, par exemple, ou de cahiers des charges je peux parler d'un autre projet aussi que j'ai en cours en ce moment, de cahiers des charges pour faire des projets de construction ou de structure ou structurels dans une ville ou dans une situation particulière. Par exemple, en ce moment, il y a à Nantes. Donc j'en ai parlé à Pascal un petit peu parce que convert. Et donc j'ai à cette île de Nantes, qui est le plus grand projet immobilier en Europe. Je ne sais pas si quelqu'un est au courant ici. Et le projet immobilier en ce moment en Europe, qui existe depuis 5 ans déjà, ce projet, et qui va durer encore 25 ans. C'est un projet sur 30 ans. Et ce projet immobilier, en fait, est tenu par une personnalité qui a créé une structure semi-publique et qui veut absolument que ce lieu soit un lieu dédié à la création. C'est un énorme campus avec des résidents en même temps, des gens, et avec des interventions d'architectes et d'artistes de très haut niveau. Et donc, ils m'ont demandé, et ça depuis le début, mais en même temps, ça se met en place que maintenant, il faut du temps quelquefois, on le sait. Et ils m'ont demandé dès le début de faire un projet autour de l'art et les entreprises. Ce que je sais mettre en place assez facilement, plus ou moins. Et ce lien comme ça, et ils m'ont demandé qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ça dans leur île. Et donc j'aurais proposé de créer une école pour eux, une école autour de créer une sorte d'un nouveau métier qui serait de faire le lien entre les artistes et, au-delà des artistes, des créateurs en général et des entreprises. Voilà, donc je suis en train de mettre en place un cahier des charges pour construire cette école. Voilà. Donc à tous les niveaux, au niveau de l'architecture, mais au niveau aussi de la structure de cette école. Voilà. Est-ce que ça doit être un lieu unique? Est-ce que ça doit être plein de lieux différents? Enfin, des tas de choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est des choses sur lesquelles les artistes peuvent travailler maintenant. Alors qu'il y a 20 ans, c'est difficile. Enfin, c'est difficile de penser l'artiste comme étant en amont. Il y a beaucoup d'artistes, depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, depuis la création du ministère de la Culture, les artistes sont presque des décorateurs, quoi. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas maintenant. On est plutôt des penseurs qui sont là
qui ont l'esprit libre et qui peuvent proposer aussi des choses complètement aberrantes, mais des choses aussi qui sont fondées sur des réactions ou quelquefois très rapides sur des situations quelquefois impossibles. Je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, Vincent, du projet que j'avais fait à Poitiers, avec l'histoire qui s'appelait Diététique, autour des POF. C'était une exposition que j'avais fait à Poitiers dans un lieu qui s'appelait le Confort Moderne. Et pour préparer cette exposition, j'avais, avec Dominique Trucot, qui était directrice du Confort Moderne à l'époque, j'avais imaginé travailler avec des entreprises locales. Et il y en avait une, entre autres, qui avait un vrai problème d'absentéisme dans l'entreprise. Bon, ça arrive, et ils ne savaient pas comment remédier à tout ça. Et c'était une entreprise qui était assez atroce, je peux vous le dire. C'est une entreprise qui fait des feutres. Du feutre, pas des feutres à crayon, du feutre, de la matière feutre, qu'on trouve sur toutes vos chaises, là, c'est du feutre en dessous. Et ce feutre est fait avec des résidus de textiles qui peuvent être de toutes sortes et qui sont écrasés par des fourches comme ça qui font 200 mètres de long. Et ça fait un bruit, une poussière infernale, c'est dégueulasse. Et c'est pas du tout sexy, quoi. Et donc, évidemment, les gens qui travaillaient là-dedans, j'imaginais que le soir, quand ils arrivaient chez eux, ils n'avaient pas envie de parler de leur boulot, quoi. Et le patron m'a demandé qu'est-ce qu'on peut faire. Donc j'aurais dit très simplement, je vais dessiner dans votre feutre, mais avec d'autres feutres. Et donc simplement un après-midi, j'aurais demandé de préparer un feutre blanc comme un papier, et de la matière à feutre vert, qui est ma couleur, et de faire un dessin sur ce feutre. Eh ben, ça a créé une sorte de motivation dans le lieu, comme ça. Tous les mecs, ils étaient là, on s'amusait à dessiner dans le feutre. Et surtout, après, ils sont tous venus voir l'exposition à Poitiers, qui était à côté, la ville d'à côté de cette entreprise. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça qui, peu à peu, en fait, on s'aperçoit qu'on peut intervenir à plein de niveaux différents, autant dans la conception, dans la communication, dans le produit, et ça dépend des artistes. Moi, je peux m'adapter assez vite à des situations différentes, mais il y a des artistes qui aimeraient bien, je pense à Jean-Luc Moulin, par exemple, qui aime bien travailler avec la communication de l'objet, pas seulement le produit, ou alors quelquefois avec les erreurs de produit, des choses comme ça. Voilà, et donc il y a plein d'artistes et plein de créateurs qui peuvent travailler dans des situations différentes. Voilà. Ça s'apparente à une espèce de rectification, à une sorte de multiplication du progrès au sein de l'entreprise. Entre les relations. Oui, mais ça correspond aussi à charger aussi les objets, les objets ou nos attitudes quotidiennes de possibilités différentes, de plus de bonheur. Si, mince, allez, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Et donc c'est ça aussi, c'est comme moi je rêverais au lieu d'avoir des magasins Ikea, des magasins d'objets d'art sur lesquels on peut s'asseoir ou dormir. Non. Tu pourrais peut-être nous parler à cette occasion de ta propre entreprise, UR. Ah, alors je l'ai arrêté, tu sais, je suis au courant. Mais au moins parler de l'expérience. Oui, alors cette expérience, c'était justement quand j'ai fait ce plus gros salon du monde, en 90-91, j'ai imaginé que parce qu'en fait c'était un projet d'artiste au départ, qui est devenu un projet d'entreprise, mais en même temps, bon, pourquoi pas. Et ce projet d'artiste, je me suis dit, il y a une possibilité là pour les artistes, parce qu'en fait, dans les années 80, alors que je vous explique la situation, je pense que Biarritz, c'est une situation tout à fait à part par rapport au reste de la France. Mais la situation à ce moment-là, il y a eu beaucoup d'argent pour l'art dans les années 80. Beaucoup. Hein, Pascal, je pense que tu te souviens. Il y avait beaucoup de moyens pour satisfaire la création des artistes. Il y avait une possibilité. À la fin des années 80, tout à fait après 87, 88, il commençait à y avoir un peu moins d'argent. Et moi, je suis arrivé, pouf, dans le milieu de l'art à ce moment-là. Donc je me suis dit, il faut tout de suite aller chercher ailleurs des moyens de production. Donc d'où l'histoire du savon, d'où l'histoire de... Et puis j'avais cette petite expérience de rouge à lèvres avant, enfin des choses comme ça. Puis j'en ai eu d'autres avec Matra, avec plein de choses comme ça. Et cette situation, je me suis dit, elle est très agréable quand même, d'aller voir ailleurs. Et à ce moment-là, au début des années 80, fin des années 80, début des années 90, on m'achetait des œuvres déjà.
On m'achetait des objets. Et ces objets, et je me souviens dans des lieux comme la Kunsthal-Lopem en Belgique, des choses comme ça, qui sont des lieux privés, de montrer des œuvres, mais des lieux complètement privés. Il y avait beaucoup de collectionneurs qui étaient aussi des chefs d'entreprise ou des gens qui travaillaient dans des grosses entreprises. Et dans ces grosses entreprises, ces gens étaient pris pour des gens bizarres, parce qu'ils connaissaient l'art contemporain. Oh oui, il a des goûts bizarres. On entendait ça à l'époque. Et donc, ces collectionneurs-là, qui avaient cet engagement, pouvaient devenir, enfin moi il me semblait qu'ils pouvaient devenir des producteurs. Parce qu'ils avaient des entreprises avec des produits spécifiques, tout ça. Et donc après il fallait faire passer ça à la fois auprès des collectionneurs mais auprès des autres artistes. Donc j'ai créé UR. Pour ça, UR, c'est une entreprise. UR, c'est UR, c'est Unlimited Responsibility, une responsabilité non limitée, et qui était une sorte d'engagement pour définir ce métier qui pouvait développer des œuvres avec des collectionneurs, entrepreneurs, producteurs, et de motiver ces collectionneurs pour devenir des producteurs, ce qui n'est pas une chose facile. Et petit à petit, ça s'est mis en place. Petit à petit, on pouvait gagner de l'argent avec ça et produire des choses. Et moi en fait, ce que j'ai fait pendant plusieurs années, pendant 15 ans presque, c'est d'injecter au départ des moyens, petit à petit c'était autonome, mais des moyens pour pouvoir réaliser cet échange-là et de faire apparaître cette médiation, cette médiation, j'ai horreur de ce mot, mais vous comprenez, cet échange possible entre artistes et producteurs ou entreprises. Voilà. Qui pouvait de tout ordre, les entreprises, c'est comme je disais tout à l'heure, ça pouvait être un musée, mais ça pouvait être une usine. Voilà. Ou une association de lutte contre le sida. Tout ça, c'est à peu près, sauf après, il faut prendre ça comme des valeurs différentes, mais toutes les possibilités sont là. Voilà, donc j'ai créé UR, et après j'ai arrêté à partir du moment où j'ai plus voulu non plus être... D'abord, j'ai autre chose à faire que de m'occuper tout le temps de la même chose, mais quand j'ai vu qu'il y avait d'autres entreprises qui le faisaient très bien aussi, à ma place. Voilà. Et ces entreprises, souvent, se marchent très bien, qui produisent des œuvres pour d'autres artistes, et elles sont dans le monde entier, il y en a plein partout, et qui se développent aux États-Unis, au Japon, en Belgique. Et on avait même créé un réseau, d'ailleurs, qui va être réactivé au mois de mai prochain, qui s'appelle le Woolways, les chemins de la laine, que je fais avec Pistoletto, Franz West, avec des universités, celle de Hambourg, le Kunsthal-Lopem, un lieu comme Maumaosh au Portugal, ou alors Watario Moto au Japon. C'est des lieux qui ont toujours produit des œuvres avec des artistes et des entreprises depuis 15 ans. Voilà. Donc c'est une chose qui... Tout ça, quand on est étudiant ou quand on est amateur d'art, il faut penser... le moment de la création de l'œuvre, c'est un moment extraordinaire qui n'est jamais valorisé parce que les structures de présentation de l'œuvre ne mettent pas en valeur ça du tout. Et puis le marché de l'art ne met pas en valeur ça. Alors que un moment de fabrication d'une émission de télévision, par exemple, maintenant on voit comment on dit, dans les DVD, les choses en plus... Making of, voilà. Et non, il y a un autre nom même, des bonus, voilà. Et donc ces choses-là maintenant commencent à avoir des valeurs différentes. Voilà. Et par exemple, quand on voit une exposition dans une émission de télévision, en général on voit des tableaux, pouf, comme ça, pouf, pouf, pouf. Alors qu'on voit pas une œuvre en train de se faire, qui c'est pas forcément un tableau d'ailleurs, ça peut être autre chose, ça peut être une vidéo en train de se faire, enfin bref, beaucoup de choses très différentes. Voilà. Donc cette entreprise UR a créé cette possibilité-là. Voilà, monsieur Labaume. Oui. Vous parlez de la création des POF. Oui, alors les POF. Donc le dépliant que vous voyez qui circule là un peu, qui est au départ de ce mot-là, cet objet-là, parce qu'en fait, quand je faisais les dessins, je me suis aperçu que les objets que j'avais choisis, enfin qu'on avait choisis avec les étudiants de Hambourg,
étaient des objets qui étaient un peu différents de ceux qu'on trouvait dans le commerce. Donc je me suis mis à les construire, à construire ces objets. Et construire ces objets aussi, c'est des objets un peu décalés qui n'ont aucune fonction. C'est-à-dire c'est vraiment des œuvres d'art. Elles n'ont rien à faire dans la vie quotidienne. Sauf qu'on peut créer tout avec. On peut inventer des modes d'emploi, on peut inventer des histoires, on peut inventer des comportements à partir de ça. Donc les POF sont POF, c'est prototypes d'objets en fonctionnement. C'est-à-dire vous faites ce que vous voulez avec. Et ils sont mis dans des expositions en général et on les teste si on veut, on n'est pas obligé. Voilà, donc les POF c'est ça. Donc il y en a plein de sortes, le ballon carré en est un, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez connaître C'est un masque qui s'appelle Deep Narcissus, un masque de plongée avec un miroir à l'intérieur. Donc on se voit, on plonge dans notre regard, par exemple. Ou alors une balançoire avec des petites tétines pour bien se tenir. Enfin, des tas de choses comme ça. Il y a plein d'objets. Ou alors, par exemple, il y a beaucoup de POF qui sont des comportements par rapport à la nature ou une sorte d'écologie mentale, comme ça. Sur des... par exemple, il y a un truc où j'ai toujours été effrayé par les bonsaïs, les arbres qui sont complètement torturés comme ça. Donc j'ai imaginé libérer les bonsaïs, les sortir du pot, les planter dans la terre. Ben là, ils poussent très très bien. En Vendée, où j'ai un de mes ateliers, j'ai planté alors j'ai pas planté une forêt, j'ai semé une forêt entière et non pas planté. Et dans une partie de cette forêt, j'ai libéré des bonsaïs. Voilà. Autrement, il y a des POF aussi qui sont la marqueterie, qui s'appelle la marqueterie belge. Pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai fait ça les premières fois en Belgique. Et en fait, c'est des morceaux de bois très durs qui sont fixés sur des arbres qui poussent, qui ont une vie comme les pins dans les Landes, ou des peupliers, ou des arbres qui poussent plutôt vite. Et j'ai fixé des morceaux de bois dessus, très durs. Et à partir de quelques années, ces morceaux de bois sont avalés par l'arbre qui pousse. Et on oublie, c'est une œuvre qu'on oublie. Puis après, de 20 ans ou 50 ans plus tard, quand on coupe l'arbre, eh ben on a une marqueterie toute faite. Ça s'appelle la marqueterie belge. Voilà. Et donc, il y a 3 bois entiers qui sont en train de se construire avec ces POF-là, en Belgique. Et j'en ai mis un petit peu chez moi en Vendée. Voilà. Donc on espère. Et en plus, ça va pas faire normalement qu'une marqueterie, ça va faire une loupe et une marqueterie. Voilà. Donc le comble du raffinement. Mais voilà, donc les POF, c'est ça. C'est beaucoup de choses très sûres. Oui. Moi, je me rappelle, si tu veux, la première fois que j'ai vu ton travail, bon, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était aux ateliers de Fontevraud, je me rappelle. Ouais. Ça fait très très loin. Hein. Et j'avais un énervement très très grand. C'est-à-dire que c'était des peintures, je me rappelle encore, c'était des cibles. Tu te rappelles de ça? C'est quoi C'était des peintures rondes, il y avait des cibles, tu vois? C'était dehors, enfin, ou non pas dehors. Je me rappelle d'un énervement, en tout cas de ma part. Ouais. Et ce qui m'avait énervé, c'était l'extrême liberté. Et en fait, c'est ça, je trouve, la marque de ton travail. C'est-à-dire, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, qu'on met du mal à comprendre, y compris là, quand tu parles de tes relations aux entreprises, au marché, etc. La marque de ton attitude depuis des années, c'est cette extrême liberté, c'est-à-dire une liberté, là, tout ce dont tu viens de parler, qui est à la fois anachronique, anarchique et surtout poétique. C'est-à-dire qu'il y a une poésie, d'une certaine manière, qui est un panier percé de l'art. C'est-à-dire, l'art coule partout. Mais en fait, pour moi, l'art, c'est fondamental pour la pensée, pour l'esprit libre dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi... c'est donner des possibilités à ceux qui regardent et à ceux qui sait lire, celui qui sait lire une œuvre, qui s'interroge, qui n'a pas une réaction négative par rapport à ça, qui permet d'ouvrir des portes. Pour moi, l'art contemporain, ça sert à ça. Ça sert pas seulement à faire des objets, ça sert à avoir l'esprit libre, ouvrir des portes. Et je trouve que l'art contemporain est... On en parlait encore tout à l'heure avec toute cette histoire autour du ministère de la Culture, de tout ça. Je pense que l'art contemporain est dans la culture le fondamental de toutes les autres créations. C'est-à-dire qu'il permet, par les installations, par les possibilités qu'il donne, de donner des formes. Et ça, c'est très important, parce que pour rendre visibles des choses invisibles, il faut bien donner des formes. Et c'est donner des formes à des possibilités de comportement autres. Et d'ailleurs, on voit très bien que dans d'autres domaines, on puise
les autres domaines peuvent aller du cinéma, peut-être pas la musique, c'est un peu différent encore la musique, mais le cinéma, au théâtre ou jusqu'à la communication, parce qu'il y a des créateurs dans la communication, ou dans le design, eh ben, ils puisent dans l'art contemporain pour avoir des idées, tout simplement. Et je pense que c'est ça qu'il faut donner quand on est artiste. Mais je suis Cette tout à liberté. fait d'accord. Mais chez toi, ça a été vraiment au début, si tu veux, il y avait une espèce de classement en fait qui était une erreur totale. Tout à fait au début, c'était par rapport à la peinture. Et en fait, les gens n'ont pas vu quel était l'objet réel de ton travail. Et ça s'est mis en place très rapidement. Mais du même coup, ça a été une lecture par rapport justement aux relations d'entreprise, une espèce de. On se demandait si c'était agaçant, du poste du champion. Non, c'est pas agaçant. Ce qui est C'était agaçant est intéressant. C'est agaçant pour les autres. Oui, pour les autres. Pas pour moi. Mais effectivement, au bout d'un moment, ça fait un dessin, on comprend comment dire, enfin, la gravité du travail. Voilà. Ben, il faut continuer. Bah oui. Et en fait, le principe aussi, c'est de mettre petit à petit des outils pour ça. Et ces outils, ça peut être des lieux où on apprend ça, où on fait découvrir ça, et puis aussi par des écoles, mais aussi par aussi le travail des artistes à être gonflés, à être culottés pour aller voir les entreprises, pour pouvoir produire des choses avec eux. C'est aussi ça. Surtout que ça a été... moi, je me rappelle au début de mon travail, j'étais très soutenu par une entreprise en miroitier. Très, très soutenu. Mais dans notre époque, c'était réellement une révolution culturelle. C'est-à-dire les artistes qui travaillaient dans des entreprises, c'était... c'était très mal vu. Très, très, très mal vu. C'est-à-dire que... ça se passait très très mal au niveau de la lecture de l'œuvre après. Mais non, parce qu'en fait, dans l'esprit en France, on a cette idée que les entreprises, c'est vraiment mal. On produit de la pollution, mais un artiste aussi peut produire de la pollution. Et une entreprise peut produire peut-être des comportements. Et ce qu'il y a dans une entreprise, c'est qu'elle peut disparaître. Elle est très éphémère, une entreprise. Elle n'est pas obligée de rester non plus. C'est très ambivalent. Ça fait peur, et en même temps, c'est une extrême liberté. Ouais. Voilà, mais c'est bien. Moi, je trouve ça formidable qu'une école comme celle des Rocailles puisse exister à cause de toutes ces possibilités qu'il y a en ce moment, quoi. Des nouveaux comportements, des nouvelles possibilités avec les entreprises, avec l'économie autour de ça, autour de la production des œuvres. Parce que c'est de ça dont vous allez parler pendant pas mal d'années. Ce cas, c'est que l'économie, comme tu montres bien, est liée à une attitude. C'est-à-dire l'économie, si tu veux, c'est une attitude. Et il y a plein d'économies différentes. Hein. Évidemment, il y a des économies de marché, mais il y a aussi une économie c'est à vous de les inventer, voilà. Merci. Merci de ta présentation, c'était vraiment intéressant. Moi, je m'occupe d'un projet à Saint-Sébastien au Pays Basque espagnol qui s'appelle Disonancias. Et ça fait 4 ans que précisément ce qu'on fait, c'est intégrer des artistes dans des équipes de recherche d'entreprise, de centres de recherche. Et je trouve qu'une des difficultés, c'est justement ce que tu disais, l'artiste apporte les idées. Et une fois qu'il a apporté les idées, c'est que l'entreprise prenne la décision de les appliquer, on va dire. Oui. Et donc ce basculement entre l'idée et son application... Est-ce que tu as des conseils à donner là-dessus Alors, il y a plein de possibilités différentes. D'abord, il faut savoir que quand un artiste propose des idées, la moindre des choses, c'est de faire payer ça. Oui, mais on les paie. Voilà. À partir de ce moment-là, il y a une sorte de valorisation de ce moment-là qui est pris en charge par l'entreprise, qui permet la possibilité de que ça soit réalisé. Si on ne valorise pas à ce moment-là, cet échange-là, par une valeur pécuniaire ou autre chose d'ailleurs, hein, ça peut être un échange, eh ben, c'est sûr ça ne marchera jamais. Et il faut se donner du temps aussi, parce que en fait, moi j'ai vu dans l'expérience de Ur, qui a duré quand même une quinzaine d'années, si au bout d'1 an et demi, le projet n'est pas réalisé, ça ne se réalisera jamais. Ça peut aller très vite,
en l'espace d'une fois, ça peut aller très très vite, mais il faut compter 1 an et demi pour que le projet en général soit réalisé. Donc il faut du temps, c'est comme une plante, il faut qu'elle pousse, il faut qu'une graine s'éclot. C'est ça, on sème une graine, c'est tout. Parce que c'est juste un fonctionnement qui est mis en place, c'est tout. Donc il faut un petit peu de temps, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez créé cette structure, je ne sais pas. Ça fait 4 ans qu'on existe, mais les projets qu'on met en place durent 9 mois. Donc en général, c'est vraiment le début justement de la collaboration. En général, ils continuent à collaborer après les 9 mois de collaboration. Effectivement, les 9 mois, c'est 9 mois de recherche sur des idées, et ces 9 mois, évidemment, qui sont payés par des honoraires. D'accord. Donc, mais après, dans certains cas, effectivement, les projets sont vraiment mis en place, et il y a une réelle application. Pas toujours, et je me demande s'il y a... Non, pas toujours, voilà. Bon, c'est aussi normal que ce ne soit pas toujours le cas, mais je me demande quand même si là, il n'y a pas, je sais pas... Il faut insister, quoi. De toute façon, il faut continuer, c'est le meilleur moyen, mais mais ça dépend si les projets sont pas justes aussi. Quelquefois, c'est ce que je disais tout à l'heure, quelquefois c'est aberrant, quoi. Il y a des aberrations, forcément. Puis tant mieux que ça soit pas tout fait. C'est comme des meubles dans une fabrique de meubles, il y a des meubles qui se vendent pas. Ou des chaussures. Et puis qui sont un peu la mode. Vous êtes nombreux, mais voilà, très bien. Mais j'espère que vous avez des tas de choses que vous n'avez pas compris. C'est pas évident. J'ai le micro. Ça serait chiant. Non, c'est. Ton micro. Rien. C'est juste un truc que j'ai pas compris avec le savon en fait. Vous étiez dans une entreprise à Nantes. De quoi ? Vous étiez dans une entreprise à Nantes, vous êtes allé fabriquer le savon à Marseille et vous avez fait le tour de France avec le savon. Oui, ça s'appelle un raccourci. Et non, en fait, j'étais étudiant à Nantes, moi. Et donc, à la fin de mes études, j'étais toujours à Nantes, je suis resté encore quelques années. Et il y avait une entreprise à Nantes. Pour faire ce gros savon, il y avait j'ai appris en étant à Nantes qu'il y avait une entreprise de savonnerie de Marseille à Nantes qui s'appelait La Perdrix. Enfin, qui s'appelle toujours La Perdrix. Et j'ai été leur demander donc alors, des choses très simples, c'est j'ai donné un rendez-vous, je parle pour vous aussi, donner un rendez-vous aux relations publiques, au directeur de la communication de cette entreprise. Évidemment, il n'a pas pris une décision, c'est pas la bonne personne. Il faut taper directement au PDG, directement. Donc, il faut réussir à la voir, et donc c'est pour ça que les vernissages ça sert, et puis il faut les inviter surtout. Et donc après, comme je ne l'ai pas fait avec La Perdrix, il y a l'entreprise concurrente de La Perdrix qui était à Marseille, qui s'appelait SED, ça s'appelle, Société SED, et détergents, je ne sais pas quoi. Vraiment, je ne sais plus exactement le titre, et qui est associée à une autre entreprise qui s'appelle Chémiotechnique, une entreprise qui s'appelle Idéal. Voilà. Et ils font le savon qui s'appelle Le Chat. Je ne sais pas si vous connaissez Le Chat, peut-être que ça n'existe plus, je ne sais pas. Mais à l'époque, c'était en 90, ça existait très bien. Et donc, finalement, j'ai fait ce savon à Marseille. Donc, je n'ai pas travaillé dans une entreprise à Nantes de savonnerie. J'étais à Nantes, je l'ai demandé à Nantes, mais ce n'est pas Nantes qui l'a fait, c'est Marseille. Voilà. D'accord. Voilà. Et après, en fait, je ne voulais pas présenter, je voulais que... c'était le début où en fait, je voulais absolument qu'on sorte du milieu de l'art, qu'on aille voir ailleurs comment ça se passait, comment une œuvre d'art pouvait être présentée ailleurs. Et donc ce savon en était une œuvre, parce qu'elle n'était pas, c'était pas un objet qu'on attendait, c'est un objet inventé, c'est un POF, un vrai POF, c'est-à-dire ça sert à rien du tout. Et donc il arrivait sur sur les parkings des centres commerciaux en Europe. Et donc je me suis associé en France avec Leclerc, avec l'association Leclerc et les différents, plein de Leclerc différents. Et je faisais payer par Leclerc le dépôt du savon sur le parking. Parce qu'il fallait bien. Autrement, c'était pas mis en valeur par eux. Ils voulaient pas. C'était rien, c'était 1000 balles ou un truc comme ça. Parce que tout était sponsorisé. Donc il fallait convaincre les trucs Leclerc que ça pouvait apporter une sorte de médiation aussi autour de ça. Ce qui était vrai d'ailleurs. Voilà. Ta réponse ? D'autres étudiants qui veulent poser des questions ? Moi, je voulais en poser une.
c'est que tout à l'heure, tu as présenté une expérience avec le MIT ou dans une université américaine, où là, c'est un rapport avec des scientifiques, avec des chercheurs. Et tu disais que ça avait, mais qu'on n'a pas eu le temps de développer, parce qu'on parlait de choses et d'autres. Tu disais que ça avait permis de développer des axes de recherche tout à fait novateurs. Est-ce que tu peux Alors, en dire un peu plus à ce propos? oui, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien travailler avec d'autres milieux, et en particulier le milieu scientifique. J'avais fait d'autres projets avant. Et l'année dernière, il y a 2 ans exactement, il y a eu un chercheur de Harvard qui s'appelle David Edwards, qui a créé un lieu à Paris qui s'appelle le Laboratoire, qui voulait développer les rapports entre l'art et la recherche scientifique. Et pas seulement l'art, les créations en général. Et donc, pour ce faire, cette structure du laboratoire est une sorte de start-up, on va dire ça comme ça, qui permettrait dans l'avenir, peut-être dans un avenir très, très proche, de développer des produits avec des artistes pour les commercialiser et pour faire de l'argent, pour développer des projets avec d'autres artistes. Voilà, c'est ça un peu l'idée de cette structure. C'est une structure très commerciale en fait, hein. Mais ils développent pour lancer ça, pour lancer ce chemin-là, des projets avec des artistes. Et en particulier avec moi, le premier, c'était de travailler avec un chercheur américain du MIT sur les cellules souches. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les cellules souches, plus ou moins. Et ces cellules souches, c'est des cellules dans notre corps qui peuvent se transformer en n'importe quelle cellule à partir du moment où on a une lésion. Voilà. On a une lésion, pof, l'information du cerveau fait en sorte que cette cellule se transforme en la cellule qu'on veut. Donc c'est les cellules souches. Les inventeurs de ça, et dans ces inventeurs de cette découverte-là, découverte de cellules souches, il y a un mec qui s'appelle Robert Langer, qui a mis ça en place et avec qui j'ai travaillé. J'ai travaillé avec son laboratoire. Et en fait, je leur ai demandé en y allant, parce qu'il fallait que je réagisse vite quand même. Et quand j'ai vu ces laboratoires, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on peut manger comme nourriture pour développer les cellules souches de chaque partie du corps? C'est-à-dire que si je veux avoir des cheveux plus longs, qu'est-ce que je dois manger? Si je veux avoir plus de cheveux, qu'est-ce que je dois manger? Si je veux avoir plus de peau, si je veux avoir des jolis pieds, des choses comme ça, enfin n'importe quoi. Et donc ils ont fait une étude qui a duré plusieurs semaines. Et ils ont sorti un pavé de 200 pages sur tous les produits par rapport à toutes les parties du corps. Donc à partir de ça, j'ai fait un personnage qui s'appelle le Meat Man, MIT Man, qui est un personnage qui est fait en légumes et en fruits et qui représente une sorte de Archimboldo du MIT, quoi. Voilà. Donc c'est des choses ça peut créer aussi des structures comme ça, des choses comme ça. Et ça les a vraiment motivés parce qu'en fait, ah oui, en plus, il y avait, je leur envoyais régulièrement des dessins du corps et des squelettes, des corps, des peaux, des fluides et tout ça. Et je renvoyais, et ils me renvoyaient ça complété avec les aliments ou les protéines qu'il fallait pour développer chaque partie. Donc on avait un échange d'œuvres, on faisait des œuvres ensemble avec le laboratoire de Bob Langer. Voilà. Et Bob Langer a été nobelisé 2 fois, mais il n'a pas eu le prix Nobel, mais il est nobelisé quand même. Donc c'est vraiment des chercheurs de très haut niveau comme ça. Et ça, c'est des choses qui n'ont pas donné suite, mais peut-être que si je les appelle, ça peut donner suite. Par contre, ce qui s'est passé depuis avec ce travail avec des scientifiques, MIT avait déjà un lieu d'exposition, de recherche aux expositions, très important sur les nouveaux médias, sur les multimédias, des choses comme ça. Et Harvard, quand il a vu cet échange qu'il y a eu entre ces chercheurs et moi, puis d'autres possibilités d'échange comme ça, ils ont voulu créer un lieu d'art un lieu d'études autour de la création contemporaine et développer ça. Donc ils créent carrément, ils construisent des bâtiments pour développer ces projets-là. Voilà. Donc autour de art et science. Voilà. Donc c'est des choses c'est des bouts de choses. À chaque fois, c'est ça en fait la création artistique. C'est vraiment des débuts. On creuse un petit ruisseau, c'est une source. On creuse un petit ruisseau et peut-être que ça va donner un fleuve, peut-être un océan.
Bonjour, excusez-moi. Je me rappelle avoir vu un téléachat, je crois, où vous essayez Oui. de vendre un POF. Oui, c'est pas Et exactement un POF. Non, mais C'était pas un POF. Non, c'est Justement, pas un POF. je voulais savoir ce que c'était, parce que comme je me Je rappelle vois. vaguement que c'est une petite voiture, je voiture, crois. ouais. Voilà. Et qu'est-ce que ça avait donné au final? Parce que... Bah, ça c'est tout vendu. Ah ben, bravo. Mais en fait, le truc, c'était dans des périodes comme ça où je cherche des moyens de diffuser ça ou de montrer qu'il y a des choses possibles comme ça. Et j'avais réussi, je ne sais plus comment exactement, il y a les détails. Ah si, je me souviens. En fait, il y a eu, j'avais fait, j'aime bien les rallyes, les choses comme ça, j'en ai fait. Puis j'adore les voitures, enfin un certain type de voiture, enfin, bref. Et j'avais peint des Venturi. Et ces Venturi, il y en avait plusieurs qui appartenaient à un mec qui travaille pour M6, un des financiers. Et je leur ai proposé de vendre un prototype de ces voitures en ligne, enfin à la télévision. Et donc ça s'est fait comme ça. Il n'y a pas eu de suite, parce que je pense que c'est pas vraiment un truc qui me plaît. Et c'était vraiment des projets comme ça. Il y a un vrai potentiel, parce qu'en fait, pendant 1 heure et demie, je me retrouve avec un présentateur de télévision et je pouvais parler de n'importe quoi de mon œuvre, quoi. Donc, je me suis pas rendu compte, en fait, avant, que j'aurais pu présenter d'autres choses que la copie d'une voiture qui roulait sur des circuits. Voilà. Et la vidéo, ça a été utilisé, parce que ça a duré 1 heure et demie. Oui, la vente et mais tout ça. plusieurs fois. Ça a été utilisé dans une expo ou un truc comme ça direct. Oui, c'était du direct. C'était du direct, en plus, à plusieurs reprises, j'ai fait ça. Mais c'était, voilà, j'ai juste fait ça, c'est tout. Mais en fait, ne sachant pas, en fait, je me rendais pas compte de la possibilité que j'avais avec ça avant. Et c'est un peu surprenant quand on a 1 heure et demie, une fois par semaine, pendant plusieurs semaines, quoi. En libre, comme ça, en direct, avec un mec qui est très à l'écoute. Tout le monde était super à l'écoute parce que je venais de la part d'un des patrons, quoi. Donc voilà, il y avait ça aussi, hein. Mais c'est des choses qui peuvent se refaire. Et d'ailleurs, j'ai fait ça aussi parce que avec les POF que je crée, je fais des petites vidéos de présentation de ces POF. Et ces vidéos sont copiées, pas copiées, mais l'idée, ça vient des petites vidéos qu'on trouve dans les supermarchés, vous savez, de présentation d'objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert, par exemple. Et ben ces vidéos-là sont faites comme ça. Et j'ai fait plein d'expos comme ça avec... d'ailleurs, à Poitiers, c'en était une. J'en avais fait une énorme à Leipzig où j'avais présenté 100 POF comme ça avec 100 vidéos dans un espace qui faisait 3000 m² avec un labyrinthe. Les gens se perdaient là-dedans. Et l'éclairage n'était juste donné que par les vidéos de présentation des POF. C'est-à-dire que ce n'était pas éclairé. Il y avait juste les vidéos comme ça, sans son. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait pas de mode d'emploi. On pouvait regarder la vidéo, mais on pouvait ne pas la regarder. Et puis il y avait plein de possibilités différentes. Avec un POF, un ballon carré, on pouvait le mettre dans la machine à laver, mais on pouvait aussi s'en servir comme presse-papier. On peut faire plein de choses avec ce connerie. Et donc ces POF-là n'étaient juste accessibles que par un sifflement au début, comme ça. Et hop, évidemment, ça faisait comme on avait l'impression d'être dans une forêt d'oiseaux. Voilà. Et donc, c'est pour en venir, ces vidéos-là sont copiées sur l'idée de la pub, quoi, simplement. Du téléachat. Et la pratique du dessin reste une pratique toujours essentielle à l'origine de beaucoup de projets. Ouais. C'est-à-dire que le dessin ou l'écriture, c'est pas loin d'être pareil. En fait, c'est le début de projets. De projets comme ça. En fait, le dessin, c'est comme une étude. Quand on est à l'école, vous voyez, on a ces tableaux sur lesquels on met des notes, on écrit des choses qu'on est en train de parler, on l'écrit plus gros parce qu'on veut montrer que ça c'est plus important qu'une chose moins grosse, et on met des flèches pour montrer les directions de pensée, des choses comme ça. Et en fait, ces tableaux sont comme des storyboards de pensée, qui peuvent être plus ou moins développés d'ailleurs dans la forme, et qui permettent après de développer des projets. Des projets qui peuvent être des POF, mais souvent des événements, des choses comme ça. Mais à la base, il y a le dessin. De toute façon, chez moi, c'est un atelier de dessin, quoi. Je dessine. Enfin, pas en permanence.
C'est chiant. Mais je vais, en fait, ce que je fais, c'est que je dessine. Puis à un moment donné, il y a des choses que je ne sais pas. Par exemple, comment fonctionne une cellule souche. Et je vais voir un chercheur qui travaille sur les cellules souches. Ou alors j'ai des inquiétudes par rapport aux médicaments, par exemple. Quelquefois, bon, on tombe malade, on a plein de médicaments et tout ça, il faut les avaler. Et puis ça provoque des lésions qu'il faut soigner par d'autres médicaments. Alors, il y a des questionnements qui là, c'en est un, mais j'en peux en avoir d'autres. Et puis tout d'un coup, on va voir ailleurs comment ça se passe. Alors on se dit, tiens, mais peut-être les plantes, c'est pas mal. Donc je travaille là en ce moment, je suis en train de travailler avec un chercheur, un des deux grands savants sur la médecine par les plantes, l'américain encore. Et je développe avec lui de l'imagerie autour de la phytothérapie. Vous savez que la phytothérapie, c'est après la médecine moderne, c'est le deuxième marché financier médical au monde. Donc c'est gigantesque. Mais par contre, ils ont une imagerie qui est archi nulle et très archaïque. Donc, en fait, par mes dessins, je leur propose tellement de nouvelles possibilités de montrer que c'est très motivant pour eux. Puis pour moi aussi. Alors là, on va sortir un bouquin sur la lavande. Voilà. Et en fait, bon, il y a plein de questionnements comme ça. Le dessin, c'est la base de tout le temps. Et ça me permet le dessin me permet de proposer, par sa simplicité, par son archaïsme, et aussi toutes les possibilités qu'on a quand on a un crayon dans la main. En plus, premièrement, ça ne revient à rien, c'est-à-dire qu'on peut vous prêter un crayon et vous donner une feuille de papier et vous en faites quelque chose, déjà. Donc il y a le minimum de production. Et ensuite, quand on dessine, on peut dessiner, on peut faire du noir, mais on peut faire aussi un flou, on peut faire un pointillé, on peut faire des tas de choses, on peut écraser son crayon. Mais avec ça, en fait, il y a un tel vocabulaire simple, c'est comme des lettres dans l'alphabet, mais il n'y a pas de règles comme dans une langue, comme la langue française, où il y a un certain nombre de phonèmes qu'on peut proposer dans un certain ordre. Parce que dans le dessin, on peut faire ce qu'on veut. On a cette liberté-là. Parce qu'il n'y a pas de grammaire dans le dessin. Et donc, cette possibilité permet de développer plein de projets. Voilà. Donc, la base, c'est le dessin. Pour moi. Mais il y en a qui utilisent, je sais pas, d'autres choses, peut-être de la terre ou une image, ou des films ou des photographies. Mais il faut, enfin, à mon avis, il faut être sûr que ça, c'est l'archaïsme, fait la base de votre vocabulaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Fabrice, merci. Merci surtout. Beaucoup. Va faire son cycle. Tu l'as vu ? Moi, je suis allée voir.